Ça, c'est pour YouTube. Bonsoir messieurs, dames, pour ceux qui reviennent de YouTube, évidemment pour la rediffusion. Comme d'habitude, on fait les choses aux petits oignons, ambiance un petit peu tamisée, puisque aujourd'hui on va parler de Echo et de Monarch. On va d'ailleurs commencer par Monarch. On va aussi parler d'Echo, ambiance tamisée, en hommage à Daredevil. Daredevil est présent dans Echo. Spoiler, 12 secondes et demie, 3 répliques. J'étais ravi. On va donc parler de Monarch et de Echo, soirée double critique, qui je pense pourra être assez intéressante, parce que d'un côté comme de l'autre, en fait, il y a du bon et du moins bon. C'est pas des séries négatives, hein, Monarch et Echo. Il y a des bonnes choses, surtout dans Monarch. Il y a aussi des choses un petit peu plus emmerdantes et embarrassantes, ou alors un peu redondantes. On va y revenir aussi. Et il y a beaucoup de paradoxes, notamment vis-à-vis de Echo, qui reviendra dans la deuxième partie de ce live ou de cette vidéo, selon quand est-ce que vous le regardez, ou Echo, par exemple. Je trouve que c'est très intéressant dans ce que ça propose vis-à-vis de New York, notamment vis-à-vis de l'héritage de Netflix et Daredevil qui est maintenant canon. Et en même temps, c'est un vide assez sidéral sur ce qui se passe derrière, et qui montre un peu l'aveu d'échec de Marvel. On en parlait juste avant dans le petit talk, juste avant évidemment la rediffusion. C'est étonnant qu'aujourd'hui Marvel, depuis la fin de Endgame, tente des choses avec WandaVision, avec Werewolf by Night, avec Les Éternels, avec là ici Echo, etc. Voilà, tente des choses, essaie de proposer du contenu un peu plus varié, mais la plupart du temps, on a aussi d'autres longs métrages qui sont complètement abjects, style Ant-Man 3, etc. Où là on reste sur le Marvel vraiment misérable, mais sur le Marvel qui tente des choses, bah il y a toujours ce petit je ne sais quoi qui manque et qui fait qu'on n'arrive pas forcément toujours à accrocher. Et c'est dommage, c'est dommage. Mais ça on va y revenir évidemment après, puisqu'on va commencer en légende avec Monarch et Wyatt et Kurt Russell à gauche. Vous avez le fils du bonhomme à droite. Et à droite, pour ceux qui regardent aussi Marvel, vous avez évidemment le père de Star-Lord. Voilà, peut-être que ça va vous parler, hein. Peut-être que du coup, vous revoyez Ego. L'occasion pour moi de rappeler que Les Gardiens de la Galaxie Volume 2 est un excellent film. Merci encore Moyaya pour les 100 bits. Je suis vénère contre Rocksteady et Suicide Squad Kill de Justice League. Je t'ai envoyé une image, tu vas voir le manque de respect ultime. Ah, je crois que je t'ai vu en parler tout à l'heure. Oui, c'est ça. Le manque de respect vis-à-vis du personnage de Superman, oui, avec le design donc de King Shark qui a le costume de Superman. Oui, non mais oui, non mais ça c'est le foutoir. Là pareil, on en parle aussi, on peut en parler aussi vis-à-vis des jeux vidéo, mais faudrait être très curieux de voir ce que fait DC parce que là c'est quand même assez catastrophique de voir où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui dans l'univers du JV. On en parlait avec Léandre d'ailleurs, l'après Arkham a été très très dur quoi. Coucou mon amour, très beau sweat que tu auras bientôt mon amour de ma vie d'ailleurs. Je ne résigne pas à l'idée de t'en offrir un. Tu auras ton sweat du Basket Club Sojan. Comment ça va mon amour de toute ma vie en loot? On va donc parler de Monarch. Quel est le pitch de Monarch? De quoi ça parle? Évidemment. Alors là, vous allez voir, pareil, il y a deux écoles. Il y a vraiment deux écoles bien distinctes sur Monarch, dans le sens où il y a du très bon avec l'origine de Monarch, et notamment le duo Wyatt et Kurt, le duo Russell, puisque Wyatt joue Russell en flashback, donc à l'époque où il était jeune, et Kurt Russell le joue par la suite. Donc je crois que ça se déroule aux alentours de 2015-2016. Enfin, c'est peu de temps après finalement les événements du premier Godzilla. Il y a une petite ellipse en toute fin de série. Et on a une autre thématique bien moins intéressante autour des personnages qui sont soi-disant les personnages principaux, donc que vous pouvez voir juste en dessous, qui sont les jeunes, où ça va beaucoup traiter de l'esprit de famille, de rapprochements familiaux, etc. Et ça, c'est intéressant quand tu as des acteurs charismatiques et une narration intéressante et des choses à raconter, ce qui n'est pas du tout le cas, pour le coup, de Monarch là-dedans. Donc, on va y revenir un petit peu. Donc, quel est le pitch de Monarch? On suit le développement de Monarch dans les flashbacks, la création de Monarch, comment justement le personnage de Kurt Russell, la grand-mère du personnage principal, et celui que vous voyez juste à côté, qui est ce bon vieux William Randa, qui est lui aussi jeune, donc qui est l'acolyte de Wyatt Russell
à l'époque et qui est John Goodman dans Kong Skull Island. Donc c'est le personnage que vous voyez avec sa corde là un petit peu à la Adrian Brody dans King Kong. Donc on va suivre ces aventures là, de la création de Monarch à certaines rencontres avec Godzilla, certaines rencontres avec différents types de mutos, etc. Ça, c'est vraiment l'histoire de base. Et puis, comment Monarch a évolué au fur et à mesure du temps. Donc ça, c'est l'histoire A. Et l'histoire B, c'est la disparition du père de la protagoniste principale, dont j'ai oublié le nom, parce qu'il faut dire qu'elle est complètement inintéressante, qui est juste au centre de l'affiche, avec son frère, qui est tout aussi intéressante, mais qui joue encore moins bien, ce qui est quand même une sacrée prouesse. Qu'elle va finir par trouver, puisque c'est une famille recomposée où on apprend qu'en fait son père qui travaille à Monarch menait une double vie, et eux vont être en quête de retrouver leur père, de s'intéresser à Monarch à notre époque actuelle, et vont être aidés par Kurt Russell pour avoir justement tout un tas de trames comme ça, qui se conclura globalement autour d'une idée simple, empêcher les titans de reprendre le contrôle de la planète en fermant des portails, puisqu'ils arrivent d'en dessous du sol. En gros, pour l'histoire, j'ai été plutôt convaincu par pas mal de points sur Monarch, mais malheureusement, c'est les points qui sont les moins mis en avant, pour être tout à fait honnête. Globalement, je trouve que c'est une série qui, d'un point de vue visuel, esthétique et de réalisation, est ce qui se rapproche le plus de ce qu'avait fait Gareth Edwards, notamment dans l'immense respect qu'on va redonner à Godzilla. Je trouve ça totalement lunaire, en fait, ce qu'ils font. En fait, je trouve ça lunaire, deux choses. Je me dis, soit vous partez dans un délire complètement teubé avec Godzilla versus Kong, ou le dernier qu'on va voir, la Godzilla X Kong, qui a l'air totalement nul, mais vous prenez votre pied à fond en faisant des trucs foncièrement débiles, un petit peu à l'hommage des films débiles japonais qui étaient sortis après les grands films japonais, parce que Godzilla, c'était au début, dans les années 50, je crois que c'est 55 le premier Godzilla, il me semble, j'ai un doute. Mais voilà, il y a les premiers Godzilla qui sont sortis, qui avaient des thématiques vraiment intéressantes. Minus One qui est sorti aujourd'hui, qui est un véritable bijou. 54, merci Bob, j'étais pas très loin. Qui est un véritable bijou, Minus One, qui rend de bel hommages, et puis qui d'un autre côté provoque aussi de nouvelles choses, donne aussi de nouvelles choses à manger aux spectateurs, notamment au rapport avec la Seconde Guerre mondiale. Donc ça, c'est hyper intéressant. Ça, c'est super cool. Voilà, c'est très très cool de voir Minus One pour revoir un petit peu le blason redoré du Godzilla à l'ancienne. Mais après le Godzilla à l'ancienne, il y a eu des décennies et des décennies aussi, du côté japonais, de Godzilla versus Kong, Mechagodzilla, des trucs totalement teubés. Soit je crois que c'est Warner, non, qui fait Godzilla, j'ai un doute. Legendary, enfin en tout cas, il y a Legendary Pictures qui travaille dessus. Soit à un moment donné, vous allez à fond dans ce que vous voulez faire, c'est-à-dire du débile, et il n'y a pas de problème, et ce sera sans moi, parce que je trouve qu'après ce qu'a fait Gareth Edwards, c'est un scandale, mais au moins vous y allez, soit vous essayez de rester dans quelque chose de sérieux. Et moi, c'est le premier truc que je voudrais dire dans cette critique, je ne comprends pas comment les mecs peuvent se dire, on va faire une série comme Monarch, hyper sérieuse, qui va reprendre un petit peu ce qu'avait laissé derrière lui Gareth Edwards sur Godzilla, et ce que laissa Kong Skull Island derrière lui aussi, que j'ai revu, Kong Skull Island, qui est pas un mauvais film, globalement. Loin de là, je l'ai un peu revalorisé, je trouve que visuellement, ça n'invente rien, mais c'est très très costaud, en termes de visuel et d'esthétique, c'est très fort. Vis-à-vis de Monarch, c'est intéressant, c'est juste les personnages qui sont soit totalement inexistants, et pas intéressants du tout, soit complètement clichés, stéréotypés. Tom Hiddleston, je pense que c'est peut-être la moins bonne perf qu'il ait fait, pas parce qu'il est pas bon, juste parce qu'on lui donne rien à faire. Et d'un autre côté, Samuel L. Jackson, il en fait des caisses, c'est un délire. Donc je trouve ça étonnant d'avoir un point de vue là qui est hyper sérieux dans un univers où on nous sert des films qui sont complètement aberrants depuis quelques temps. On va pas s'en plaindre non plus, mais c'est vrai que ça fait bizarre de se dire que c'est dans le même univers. D'un point de vue, comme je le disais, esthétique, visuel, en termes de réalisation, parfois d'ambiance aussi, je trouve que Monarch est une série qui est intéressante, qui redonne, comme je le disais, ses lettres de noblesse à Godzilla. On voit que vraiment, sur le gigantisme, on se rapproche un peu de ce qu'avait fait Gareth Edwards. Il y a pas mal de points où finalement, on en refait finalement une icône, une légende, on se repose des questions sur lui. Est-ce qu'il est positif à l'humanité? Est-ce qu'il essaie de nous protéger? Parce qu'on se pose des questions à une époque où Godzilla 2 n'est pas encore arrivé en termes de temporalité. Donc forcément, il y a des questions qui se mêlent. Monarch, c'est dans le même univers que les films Godzilla, les récents, ouais. D'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, puisque j'en parle,
c'est tout ce qu'il y a sur l'après. On va notamment être à San Francisco, on va suivre les traumas justement de ce qui s'est passé après l'attaque à San Francisco. On va voir qu'à Tokyo, il y a aussi tout un pan finalement du quotidien des gens qui est lié maintenant aux Titans, des alertes si jamais il y a peut-être un titan qui va arriver pour que tous les gens puissent se mettre dans des bunkers, des panneaux publicitaires géants, attention, possible attaque de titans, etc. On nous met vraiment dans une thématique où ça a pu exister, ça a pu arriver, et on nous ramène à quelque chose de terre à terre, de réaliste, qui était l'essence même de pourquoi j'avais beaucoup aimé le premier Godzilla. Ça a le même défaut que Godzilla aussi. On nous remet en termes de réalisation et d'histoire d'un point de vue humain. Le seul problème, c'est qu'à l'instar du Godzilla de Gareth Edwards, le point de vue humain est pas intéressant puisque les personnages sont pas intéressants du tout. À l'exception là des Wyatt, mais même dans le Godzilla de Gareth Edwards, globalement, les personnages n'étaient pas très intéressants. Mais voilà, ça se passe, oui, un petit peu après le premier Reizu. Je sais plus combien de temps après le premier, ça se passe avant le deuxième. C'est entre Godzilla et Godzilla Roi des Monstres. Et ça marche, Roawin, repose-toi bien, y a pas de souci. Des bisous. Mais c'est intéressant là-dedans, dans cette espèce de retour à l'humanité, retour au gigantisme, hormis dans les derniers épisodes où effectivement on retrouve ce côté un peu faille temporelle, et enfin oui, alors non seulement faille temporelle, mais aussi failles qui permettent justement aux titans de pouvoir revenir sur Terre, etc. Bon là, faut forcément revenir un peu plus dans le fantastique, et là on se rapproche déjà un peu plus de Godzilla versus Kong, puisque je crois que ils le disent dans la série, là où on retrouve les personnages où globalement il y a des années de vie qui s'écoulent chez nous, alors que dans l'entre-deux-mondes, c'est-à-dire en dessous du sol, le temps passe moins vite, et encore en dessous, normalement, il y a la terre promise de Kong qu'on voit dans Godzilla vs Kong. Alors bon, là c'est vrai qu'on part sur des choses beaucoup plus fantastiques et un peu plus borderline. Ouais, c'est un petit peu dans le délire Pacific Rim, Léandre, ouais. Enfin, les titans, les kaiju, etc. Oui, ça pourrait globalement être un peu dans les mêmes thématiques, même si les titans et le mythe de Godzilla existent depuis très longtemps et est vachement plus intéressant. Mais là, oui, dans l'idée de faille, c'est un petit peu la même chose. Alors là, en plus, c'est des failles temporelles et ça arrive d'en dessous du sol, un peu à la même principe que des kaiju, etc. Moi, c'est pas ce qui m'a le plus intéressé. Ce qui m'intéressait vraiment, c'était toute la thématique que je trouve intéressante vis-à-vis de ce rapport à l'humain, de revenir à une échelle, même une échelle de plan humaine, à chaque fois qu'on voit des titans, etc. Essayer de miser sur le rapport à un tant soit peu de réalisme et de gigantisme. J'aimais bien aussi la capacité en fait de la série à proposer un peu de diversité, même si je trouve qu'on les voit pas assez dans le design des titans. On voit des titans qui n'ont rien à voir avec les titans qu'on pouvait voir jusque maintenant, et ça c'est positif aussi justement pour argumenter le lore, parce que là l'objectif c'est de donner à manger au lore donc du Monsterverse de façon sérieuse. Et on y reviendra, c'est l'un des gros défauts du film, je trouve, c'est qu'on les voit pas assez. Il y a, pour un truc qui s'appelle Legacy of Monsters, les monstres ne sont quasiment pas mis en avant. Il y a des épisodes où on n'en voit pas du tout. Et heureusement qu'il y a les passages en flashback dans le passé où c'est globalement les plus intéressants pour en voir, parce que sinon, malheureusement, on n'en voit que très 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 peu. Godzilla a que très peu de temps d'antenne. C'est pas dérangeant parce que ces moments sont relativement iconiques. Vraiment, hein, enfin, puis c'est ce rapport au gigantisme qui est intéressant, puis Godzilla n'a même plus besoin d'être là, je veux dire, on le connaît, c'est l'icône absolue. Donc je trouve que dans la manière dont il est filmé, c'est intéressant, mais malheureusement, on les voit trop peu. Il y a donc toutes ces thématiques-là qui sont intéressantes, et il y a l'histoire autour de Monarch, où les meilleurs acteurs, d'ailleurs, sont les acteurs qui sont dans le passé. Que ce soit... Alors, j'ai mangé les noms, hein, donc vous voyez Wyatt Russell qui est juste à côté de Kurt Russell sur la photo, et juste en dessous, en petit, il y a la grand-mère donc du personnage central principal, et Bill Randa qui est juste à côté avec, encore une fois, ses cordes autour de l'épaule. Ces trois personnages-là sont entre guillemets les trois personnes créateurs de Monarch, et qui vont essayer de travailler avec le gouvernement, de travailler avec l'armée, d'avoir des preuves concrètes, des financements, etc. Il y aura un triangle amoureux qui est plutôt intéressant. Pourquoi ? Parce que ces acteurs-là sont bons. Wyatt Russell est très bon. Vraiment, hein, je connaissais pas du tout, je savais pas s'il avait déjà joué dans quelque chose avant, parce que c'est la première fois que je le vois dans une production. Je trouve que c'est très intelligent
Keiko, voilà, merci. Bill, Lee et Keiko. Alors Lee, oui, c'est Kurt Russell. Bill, bon bah c'est Bill Randa, c'est John Goodman. Et Keiko, voilà, c'est le nom que j'avais oublié. Donc Keiko, qui est la grand-mère du personnage principal. L'alchimie fonctionne. En fait, c'est tout l'inverse de ce qu'il y a après, quand on y reviendra dans les parties négatives. L'alchimie entre les trois protagonistes fonctionne. On est sur trois comédiens qui sont talentueux, qui jouent bien. Pour avoir revu Kong Skull Island, j'ai juste peut-être une petite remarque à faire. Je trouve que l'acteur qui joue Bill Randa est trop éloigné de l'acting de John Goodman. J'ai eu du mal en fait à me dire putain mais oui c'est vrai qu'il joue le rôle de John Goodman. Enfin quand tu regardes Monarch et ensuite quand tu regardes Kong Skull Island, c'est très compliqué de te dire qu'on a un avant-après et que John Goodman était le personnage de Monarch, mais des années plus tard, à l'époque de la guerre du Vietnam. Seul truc que j'ai trouvé un peu décevant là-dessus, parce que je trouve que les deux personnages, enfin personnage qu'on a créé dans Monarch a très peu de traits de caractère similaires avec celui de Goodman et que ça sonne relativement faux dans la manière dont c'est fait. Mais sinon, si on considère que l'entité à part entière de Monarch, les trois sont très bons. C'est hyper intéressant à suivre la manière dont ils ont développé Monarch, les rapports avec l'armée. Encore une fois, on sent qu'il y a à un moment donné une volonté de revenir aussi un peu sur les premiers amours des Godzilla à l'ancienne des années 50, c'est-à-dire des rapports avec le nucléaire, des rapports avec l'armement, des rapports avec les choses qu'on connaît pas, l'inconnu, etc. Il y a pas mal de thématiques qui sont intéressantes. Donc c'est vrai que tout ça, mis en plus en exergue avec le personnage de Kurt Russell, la guerre froide aussi, oui, effectivement, Gork, toutes les thématiques autour de la guerre froide, où plus on avance dans le temps, plus on se rend compte que on est limite plus en guerre contre les titans ou les choses ou les machins, mais c'est juste une course à eux, voilà, on veut pas aller sur la lune, les trucs, les machins, on veut être les premiers finalement à l'avoir. C'est un peu le même principe d'ailleurs que dans Kong Skull Island, là c'était plutôt bien trouvé, où je crois que Kong Skull Island, il y a un moment donné, c'est Corey Hawkins, je crois, qui dit directement au gouvernement quand ils sont à la Maison Blanche, bon écoutez, on a trouvé une île qui est sympa et il y a les satellites des soviets qui vont bientôt être dessus. Je pense que ce serait mieux que nous, nos satellites, voient ce qui se passe sur l'île avant eux. Donc autant qu'on y aille avant eux. C'est intelligent aussi, ça c'est là de dire le pourquoi et le comment et le procédé, on s'en fout. Est-ce qu'on va y découvrir si c'est dangereux ou pas, on s'en fout. C'est un peu le même principe qu'aller sur la Lune. Foncièrement, ça sert à rien, on s'en fout. Par contre, si on peut les battre eux et être les premiers à y aller, là, pour le coup, pour la guerre froide et pour les financements et pour l'ego et pour la dimension de justement cette guerre-là, c'est hyper intéressant. Donc on commençait déjà en plus, alors je crois que ça commence dans les années 50, il me semble, avec Wyatt Russell. Et puis on avance dans le temps, donc on a le temps d'aller relativement loin et d'avoir cette guerre froide aussi. Il y a des thématiques abordées qui sont intéressantes. Il y a des séquences qui sont intéressantes aussi. Le premier épisode où il y a des espèces de créatures qui sortent des œufs et qui empoignent Keiko, ou même le bateau mis au beau milieu de nulle part, un petit peu mystérieux, les apparitions de Godzilla, encore une fois. Il y a des choses qui sont hyper riches et hyper intéressantes. Et on le retrouve avec le bon, voire très bon jeu de Kurt Russell ensuite, alors qui est pas dans ce qu'il a fait de meilleur, mais encore une fois, qui est pertinent dans ce qu'on propose et dans l'idéologie qu'on va incorporer justement à Monarch, et dans l'idée de redorer un peu le blason de Monarch aussi, tout en montrant quand même ses signes de faiblesse. Ça, c'est pour les points positifs à la série Monarch. Le problème, c'est que ça, c'est 25% de la série. À peu près. Parce que tout le reste, c'est long et monotone et chiant à mourir autour des trois protagonistes que vous voyez sur l'affiche, mais qui sont les plus à droite. Donc avec la petite fille de Keiko, Mei, qui est le personnage central, et le frère Kentaro. Rien que le nom me fait rire. Enfin, il faut voir sa tronche en plus. Sa tronche plus le fait qu'il s'appelle Kentaro, plus le fait que son arc narratif soit chiant à mourir. Les trois sont très drôles. Mais voilà, ces trois personnages-là, qui vont truster 75% de ce que fait la série, et où malheureusement là c'est hyper fade.
c'est hyper fade, on n'a rien à se mettre sous la dent. Les seules choses qui peuvent être un tant soit peu intéressantes, mais c'est beaucoup trop peu développé, c'est le trauma du personnage principal par rapport à ce qu'elle a vécu à San Francisco, c'est-à-dire la première arrivée de Godzilla. Mais ça, fais-moi un épisode ou deux là-dessus. Ne me fais pas quelques petits flashbacks par-ci par-là et quelques protagonistes où on essaie de rajouter des trucs sentimentaux à droite à gauche où le spectateur s'en fout royalement. Parce que tu viens pas pour ça, et parce que c'est pas intéressant, et parce que même sans l'ensemble de ces angles-là, bah tu pouvais garder le personnage principal et faire en sorte que son père ait disparu parce qu'il bosse pour Monarch et juste traiter ça. C'était très bien. Là, vraiment, le trio n'a aucun intérêt parce que, bon, vraiment, globalement, je pense que tout l'arc narratif pouvait être résolu sans au moins deux de cela, clairement. Et le traitement au film catastrophe, même d'un point de vue cinématographique, le traitement à Godzilla, tu fais un épisode ou deux où tu vis, en gros, moi c'est ce que j'aurais aimé voir, un épisode ou deux où tu vis l'arrivée de Godzilla d'un point de vue humain, ça aurait été bien. Là, c'est 3-4 flashbacks de 10 secondes, régulièrement en plus avec les mêmes plans, espacés sur 10 épisodes. C'est pas intéressant du tout. Montre-nous ça sur un ou deux épisodes. Genre, qu'est-ce que l'être humain a pensé de l'arrivée de Godzilla d'un point de vue moins grandiloquent, d'un point de vue plus subtil, plus terre-à-terre. Ça aurait été stylé. L'intro de la série est génial avec Big G qui bute un bus rempli de gosses. Alors Big G, c'est Big Godzilla, hein. C'est pas Big G, Johnny Sins, le péché. Mais oui, non, ça aurait pu... Ça, c'était bien. Et c'est ça qu'il fallait continuer à démontrer. Est-ce qu'ils avaient le budget pour le faire? Ça, c'est la grande question. Est-ce qu'ils avaient le budget pour le faire? Est-ce qu'ils avaient la possibilité de le faire? Est-ce qu'à un moment donné, ils y ont ne serait-ce que pensé? Est-ce qu'ils pensaient peut-être que leur narration avec le trauma, en montrant le personnage principal à moitié en train de bien jouer correctement, de faire « Oh mon Dieu, non, je repense à certaines choses, etc. Ouh là là, je suis pas bien, ça se voit à la caméra, je suis pas bien, ok, je suis pas bien. » Bon, peut-être qu'ils se sont dit que ça suffisait, tu vois, sur certaines séquences. C'est hyper dommage, parce qu'il y avait un potentiel de fou. Et malheureusement, c'est vrai que 75% de l'histoire de Monarch, c'est ces protagonistes-là qui ont des affaires familiales ou des affaires de trahison, où on va passer 3, 4, 5 épisodes à travailler la difficulté qu'il y a à comprendre qu'en fait, le père de Kentaro et de sa sœur vivaient une double vie, et du coup, ils sont demi-frères et demi-sœurs, ils doivent apprendre à vivre ensemble, etc. C'est globalement très peu intéressant dans une série de cet acabit. Si ça avait été l'inverse, 75% de réel Monsterverse avec une vraie legacy of Monsters, comme son nom normalement l'indique, avec des segments un peu iconiques, et 25% d'histoires comme ça aurait été plus pertinent. Si au moins, tu vois, par exemple, au lieu de me faire des états d'âme et des états d'âme et des états d'âme, parce que c'est même écrit globalement de manière très lancinante, en perdant un peu toutes les prises. C'est ça qui est dommage en plus, c'est que à la fin de la série, on perd un peu toutes les prises de risque et le côté ah ouais putain ils ont réussi à faire ça. Qu'il y avait au début. Bon bah c'est dommage. C'est dommage. Mais si au moins ils avaient pris un ou deux épisodes à montrer le comment vivre avec l'accident de Godzilla, comment vivre avec ça d'un point de vue humain, un peu comme ils ont fait sur Cloverfield. Il y avait un potentiel énorme. Je sais pas s'il y a des gens qui ont vu Cloverfield. Je sais pas, Léandre, si c'était toujours là et si t'as vu Cloverfield, mais ça te plairait bien, ça, je pense. Il y avait un potentiel de faire un épisode à la Cloverfield. Bon, bah, j'ai trouvé en streaming, je lance l'épisode 1, appelle stream, c'est quand même... Ah oui, si, sinon c'est intéressant. Accroche-toi, je te dis, sur les jeunes adultes où, globalement, bah, leurs intrigues sont absolument pas intéressantes et le petit ventre mou d'épisodes, 4, 5, 6, 7. Et après, 1, 2, 3 et 8, 9, 10, ça commence à revenir assez costaud, mais t'as un petit ventre mou où tu parles que d'eux, qui est pas très intéressant. Je me demande si je peux pas inclure l'épisode 3 aussi, j'ai un doute. Sinon, pour Monarch, et pour le duo des Russell, et pour ce que ça propose là-dessus, ouais, l'idéologie des monstres, c'est intéressant, mais... Papy m'a envoyé un truc, le scénario des 4 Fantastiques est en train d'être réécrit. C'est un délire en vrai. Hein. On va en parler après de Marvel, donc ça veut dire qu'en fait les 4 Après on s'étonne que les trucs soient pas bons, même si eux-mêmes trouvent pas ça bon et que ça fait la 14e fois qu'ils réécrivent leur propre film, c'est normal.
T'inquiète, je regarde encore The Walking Dead en termes de ventre mou, je m'y connais. Ah oui, non, bah alors là, c'est bon. Non, non, mais alors par contre, attention. Monarch, c'est une série Apple, donc visuellement, dans les effets spéciaux et dans le budget et dans le côté un petit peu colossal que la série peut avoir, c'est autre chose que Walking Dead, hein. Ça reste une vraie série. Pour moi, Walking Dead n'est même plus une vraie série. Maintenant, c'est juste une blague. Ça reste encore une vraie série. Mais c'est un peu frustrant. C'est un peu frustrant. On se demande, je sais pas si certains savent dans le chat si il y aura une deuxième scène, puisque ce qu'on découvre en fait, et c'est là aussi où moi j'ai eu un petit peu de mal sur la fin. Autant c'est fait comme ça, voilà, Godzilla et Kong l'ont fait comme ça, avec l'espèce de monde sous terre où Kong peut vivre librement. Moi j'ai eu un peu de mal avec le côté euh, comment dire, j'ai eu un peu de mal avec le côté monde entre les mondes, où en plus il y a voilà des thématiques de temporalité différentes, etc. Où là je trouve que ça partait un petit peu dans tous les sens. Euh, Même si bon bah il fallait rendre crédible en fait le personnage de Kurt Russell et pas mal d'autres choses comme ça je le comprends bien, mais c'est vrai que j'ai eu un petit peu de mal avec ça. Et d'un autre côté, il y a eu des séquences qui étaient aussi intéressantes à l'intérieur justement de ce monde-là. Peut-être pas forcément suffisamment approfondies. On aurait aimé peut-être encore une fois pouvoir aller un petit peu plus loin. Mais c'était quelque chose qu'il fallait rattacher de toute façon. Et à la fin justement de la série, pour parler de la séquence finale, il faut savoir que je crois, je sais plus si c'est 10 minutes égale un an ou un jour égale un an. Je crois que c'est un jour égale un an, il me semble. En gros, vous passez un jour dans l'entre-deux-mondes, ça fait que vous avez passé un an d'existence sur notre Terre à nous. Et il me semble que les protagonistes principaux arrivent dans l'entre-deux-mondes, il doit y rester 2 jours, puisque 2 ans s'écoulent, et la séquence finale, c'est alors, l'une des entreprises qui va probablement s'intéresser au monde des titans et essayer de concurrencer Monarch, etc., qui s'est installée sur Skull Island et qui s'est installée sur l'île du Crâne. Alors pourquoi, comment, on ne sait pas. Est-ce que c'est un rattachement avec Godzilla versus Kong? Ça, je me rappelle plus. Où on a peut-être ces firmes-là qui y sont et qui sont justement celles qui vont récupérer Kong pour affronter Godzilla ou autre. Ça, je vous avoue que j'ai plus trop de souvenirs. On se demande un peu pourquoi cette scène. Beaucoup de gens, du coup, se sont demandé, étaient un peu déçus. Mais qu'est-ce qu'ils foutent sur Skull Island? Pourquoi ils sont là alors que on avait John Goodman qui était là et puis qui est mort, donc Bill Randa, et qu'il avait rien trouvé de particulier. Est-ce que finalement ça va rattacher au prochain film? C'est vrai que cette scène-là pose de nombreuses questions, et la première étant, est-ce qu'on aura une suite? Et c'est là que je vous pose la question dans le chat, est-ce que Monarch était censé avoir une saison 2? J'imagine, mais avec les mêmes protagonistes? Sachant que leur angle est probablement terminé pour la plupart, comment on va les retravailler? Le Monsterverse, c'est archi what the fuck. Genre, depuis le début, t'as une ancienne civilisation, des aliens, des robots géants, Ghidorah qui peut transférer son âme dans Mechagodzilla, la Terre creuse, une Terre creuse au-dessus de la Terre creuse avec des portails temporels. C'est un peu ça l'idée, ouais. C'est un peu ça l'idée. C'est que ça aurait pu être géré de manière simple et relativement précise. Et finalement, finalement, ils sont partis beaucoup trop loin. Moi, je pense que si à un moment donné, c'était comme le disait Léandre tout à l'heure, un système un peu à la Pacific Rim, où il y avait des failles, où les titans peuvent remonter d'en dessous le sol, d'accord, mais sans les trucs temporels, sans la Terre creuse, donc sans le monde entre les mondes, juste en gardant la Terre creuse, et en gardant l'idée de faille, où les titans peuvent s'échapper, en avoir un petit peu partout dans le monde, comme ça avait été le cas, Mothra, Ghidorah, Godzilla, où là on en a quelques-uns aussi là-dedans dans la série, mais en retirant les failles temporelles, les trucs comme ça, etc. Pas de lien possible entre Pacific Rim et Godzilla. Non, Pacific Rim c'est des kaiju, donc c'est encore autre chose. Ils auraient pu garder un peu la même thématique, mais... Et comment il va mon Cebu? Sébastien live sur Among Us. Ouais, j'ai vu, ouais. Et il live avec qui? Parce que c'est un truc que tu fais en coop en général, ça, Among Us. Il y a Soul qui live, il y a Johan qui live, il y a Renaud qui est sur Fall Guys. Il y a du monde, il y a Monstre de Twitch qui est en stream aussi.
Godzilla, c'est pas le roi des kaiju. Bah, ça dépend de l'appellation. Enfin, en gros, eux, ils appellent ça des titans. Alors, je sais pas si Godzilla peut avoir l'appellation de kaiju ou autre. Enfin, faudrait voir un petit peu dans le lexique complet tout ce qui peut s'y retrouver. Je sais que les kaiju de Pacific Rim sont nommés kaiju, alors que dans le Monsterverse, c'est des mutos ou des titans. Donc, les kaiju, c'est l'univers de Godzilla. Bah, il les appelle. Alors bon, bah alors dans ce cas-là, peut-être que les kaiju l'aspect global dans l'univers de Godzilla peuvent être appelés kaiju. Par contre, dans l'univers de la série, on les appelle des mutos ou des titans. Donc je sais pas si Pacific, je pense pas que Pacific Rim pourrait avoir un lien. Elle a un rôle trop passif qui la rend chiante. Sinon, il y a Shaw qui, justement, est la seule à vouloir faire bouger les choses et vraiment combattre les problèmes. Sauf que, bon, Boucher, les putes sur Sogama pour emprisonner les titans dans leur monde, très bien. Mais on sait déjà que ce sera inefficace puisque King of the Monster arrive dans même pas 2 ans, vu que la série finit en 2017. Ouais, c'est ça. Alors après, bon, moi, je, je trouve pas que, même si on sait que ça ne marchera pas, c'est dénué de sens, dans le sens où on est presque dans de l'origin story, hein, avec Monarch et avec leurs ambitions. On sait que ça marchera pas, mais c'est quand même intéressant de voir le procédé. Maintenant, oui, Shaw, il essaie de faire bouger les choses. Donc Shaw, qui est le père du personnage principal, de la protagoniste principale, et le père de Kentaro aussi, forcément. Mais lui, il est trop absent. C'est-à-dire que ses travaux, les énigmes, etc. On aurait pu en parler énormément et puis voir beaucoup de choses pertinentes là-dessus, mais c'est trop peu développé. Et question à part, tu placerais où My New Swan en termes de qualité comparé aux autres Godzilla? Oh bah My New Swan, si tu considères les films nippons tout court, My New Swan est avec Shin Godzilla le meilleur depuis le premier, hein, c'est-à-dire que c'est stratosphérique si tu compares au film nippon. Je le compare pas aux films américains parce que les films américains c'est encore autre chose, donc la thématique est radicalement différente. My New Swan déjà, c'est un Godzilla, c'est un antagoniste pur. C'est vachement plus glauque, sordide. Alors Shin Godzilla c'est encore pire. Euh, mais mais non, je le mets dans le très haut du panier, My New Swan. Après, moi, je pense que de tous les films Godzilla qui sont sortis, ceux qui m'ont mis le plus de claques dans la tronche, c'est My New Swan et Godzilla de Gareth Edwards. Je trouvais qu'il avait une telle minutie, une précision visuelle, d'esthétique, Enfin, c'était vraiment un régal cinématographique, hein, je trouve, le premier Godzilla. Mais ouais, t'as My New Swan, Shin Godzilla et l'original, c'est pépite pour dans le genre nippon. Donc oui, c'est une bonne série, c'est une plutôt bonne série. Il y a pas mal de qualités, il y a quelques séquences et quelques segments intéressants. Moi, je regrette juste qu'il y ait trop peu vraiment de titans. Je trouve qu'il y a trop peu d'action par rapport au potentiel que ça pourrait donner. On va pas suffisamment au bout des choses là-dessus. C'est un peu tiré par les cheveux sur le final. Et 75% de la série tourne autour d'acteurs absolument pas charismatiques dont la narration est proche du néant, et en fait, tu vas épisode après épisode en te disant, bah, vous êtes bien beaux les gars, mais vous pouvez juste supprimer vos séquences, qu'on retourne dans le temps et qu'on retrouve un petit peu les Russell là, et qu'on se remette là-dedans. Parce que ça, c'était intéressant. Kurt Russell, par exemple, le twist autour du fait qu'il a 90 ans, mais qu'il fait très jeune parce qu'il a passé tant d'années dans les failles temporelles et dans le monde entre les mondes, ce qui fait que du coup, bah, quand il réapparaît sur Terre, voilà. Mais les aventures de Kurt Russell qui passe beaucoup de temps là-bas, et on aurait aimé le voir. Il y a beaucoup de choses, en fait, qu'on voit pas, qui sont suggérées, et c'est hyper dommage. Mais ça me choque que personne ne cite. Alors moi, le Godzilla de 98, je l'aime beaucoup, mais comme plaisir coupable et en même temps non coupable. Il y a des choses que j'aime bien, moi, là-dedans, mais un peu comme un plaisir coupable quand même, parce que globalement, je l'ai revu il y a pas longtemps là, visuellement, c'est daté de ouf maintenant. Et puis c'est surtout film catastrophe à la Roland Emmerich, mais pour le charme de Hank Azaria, du personnage de Jean Reno,
d'avoir grandi avec, etc. Bon, moi c'est un film que j'aime bien et que je regarde toujours sans déplaisir, hein, le Godzilla de Roland Emmerich. Mais je suis pas objectif, c'est que j'ai grandi avec. Quand j'étais petit, j'avais le magazine Panini, je crois que c'est à Papy que j'en parlais de ça. J'avais le magazine Panini, je mettais les stickers dedans, j'avais l'hélico quand j'étais gamin en jouet, j'avais un œuf avec un petit Godzilla à l'intérieur. Et alors là, pour le coup, c'était très bien. Je suis un fan absolu de la série animée Godzilla, qui est la suite directe d'ailleurs du film Godzilla. Godzilla, normalement, devait avoir une ou deux suites, je crois. Le film Godzilla devait avoir des suites qui n'ont jamais vu le jour. Par contre, ils l'ont fait en série animée. La série animée, c'est le Godzilla qu'on trouve à la fin du film, le survivant, l'œuf survivant, et qui va commencer à affronter les titans, etc., et qui va sauver le monde. Mais par contre, il y a les personnages, il y a pas mal de personnages qui reviennent. Je crois qu'il y a eu certains redonnent leur voix standard d'ailleurs à leurs personnages, pas tous, mais quelques-uns. Et ça, c'était très cool. Ça, c'était la série animée Godzilla, c'était très 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 bon. Et ce qui est marrant, c'est que le design était bien meilleur que celui du film. Celui du film, le design, il a un peu vieilli. Par contre, le design, il l'avait un peu... Alors, c'était le même que celui du film de 98, mais il l'avait un chouille retravaillé pour qu'il soit un peu plus élégant à regarder. Et j'ai adoré, moi. Impatient d'être de 10 février. Ouais, puis impatient de terminer le docu. Là, j'ai fait la première grosse vérif. Il me reste encore à faire l'introduction et à combler un petit peu les brèches du docu qui manquent parce qu'il y a encore quelques points où j'ai pas encore de visuel. Mais une fois que j'aurai fait ça, j'aurai enfin terminé le docu. Espérons lundi ou mardi, dernier délai. Ouah, le jour où je vais vous dire le documentaire est terminé, ça y est, il n'y a plus qu'à envoyer, ce sera un grand jour. Donc ouais, je vais lui mettre un total de 13 sur 20 à Monarch. Mention assez bien. Plutôt pas mal, des segments intéressants. Malheureusement, tous les très bons moments sont trop peu présents pour fonctionner. Il y a un passage qui est très 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 fort. L'apparition de Godzilla, on le voit en plus filmé avec les caméras de l'époque dans les années 50 où ils veulent lui mettre un petit coup de nucléaire sur la gueule, où tu le vois de loin, enfin tu te rends compte de du gigantisme du truc. C'est sur dans des décors qui rappellent un peu Scarif dans Rogue One. Là, ça fait très Gareth Edwards. C'est peut-être la scène que j'ai préférée, moi, ça. C'est peut-être la scène que j'ai préférée dans la série. Avec la fin du premier épisode aussi, avec tous les petits insectes qui vont les attaquer. Et la séquence aussi, c'est très... on voyage beaucoup. Ça, il n'y a pas à dire. Hein. Dans Monarch, on voyage énormément. C'est un peu en format road trip à travers le monde. Donc, on peut saluer l'effort des décors et puis les différents décors et les différents attraits qui nous emmènent un petit peu à droite à gauche. Ça, c'est vrai que pour le coup, c'est très intéressant. La scène de la découverte de Godzilla dans le désert où les plans sont extraordinaires, tu vois toute la puissance de l'animal, etc. Tout ça, c'est bien. Il y a de très bonnes choses dans Monarch. Le seul problème, c'est qu'en fait, on mise énormément sur des amourettes et du travail de rédemption de personnages dont tu t'en fous, et puis des traitements familiaux, tu t'en fous encore plus. Voilà, il aurait fallu s'inclure à la limite. Monarch Legacy of Monsters, pour que la série ait 18 sur 20, il aurait fallu qu'elle soit que dans le passé, avec Wyatt Russell et les personnages à l'ancienne, et voilà, on traverse les années, etc., au fur et à mesure pour voir Monarch. Pourquoi pas rattacher à la fin avec la scène de John Goodman, comme ça au moins tu rattaches à Kong Skull Island, tu fais ça sur 30 ans, mais les passages en 2015, hormis pour les traumas, mais trop peu travaillés de Godzilla, et ce qui se passe autour de Kurt Russell et slash Monarch, et puis, bah, le comment vivre après l'apparition des titans, c'est pas très intéressant. Cela dit, c'est tout de même mieux que ça. Echo, la deuxième série du jour. Alors là, c'est intéressant parce que Echo, comment vous dire? Il y avait des promesses sur Echo. Il y avait des promesses. Alors honnêtement, Bob, il y aura pas grand-chose. Ah ouais, si quand même, si, oui. D'ailleurs, il y aura pas grand-chose à spoil. En fait, c'est que c'est pas intéressant. Mais si, quand même, pour éviter les spoils sur 2-3 points que je vais demander, que tu préféreras avoir comme surprise, je peux comprendre. Echo, il y avait une thématique qui était intéressante, qui était de se dire, ça y est, Daredevil... Non, ça s'améliore pas, Gork. Non, si, parce que tu revois le Caïd.
C'est le grand absent des épisodes 2 et 3. À partir au moins du 4, tu revois le Caïd et dans le 5 aussi. Donc si, c'est mieux parce qu'il y a le Caïd. Le 4 est le meilleur épisode avec le premier. Le 5 est pas bon. Le 5 est vraiment nul. Mais l'épisode 4 est bon. L'épisode 4 est cool. Mais voilà, donc il y avait un truc intéressant qui était de se dire, ça y est, c'est officiel, les séries Netflix sont canon avec le MCU. Echo, c'est en lien avec Hawkeye, ouais, justement, je vais en parler après. En gros, Vincent D'Onofrio a déclaré quand il avait joué donc le Wilson Fisk dans Hawkeye que il savait que ça allait pas plaire aux fans parce que c'était un peu plus léger, pas le même caïd qu'avant, mais qu'il avait essayé de le jouer de la même manière et que là dans Echo il avait fait exactement le même caïd que dans les séries Netflix. Et il a même expliqué un truc qui est intéressant. Ça c'est un point très intéressant je trouve qui rapporte à Hawkeye. Pour Vincent D'Onofrio, et je pense qu'aujourd'hui ça a été canonisé puisque même pour la promo de Echo, on a montré des séquences des séries Netflix, hein, donc je pense que tout est canon. Vincent D'Onofrio a dit, au moment où on retrouve le Caïd dans Hawkeye, c'est pendant ou juste après l'éclipse, donc du coup là où tout le monde avait disparu, etc. Ce qui fait qu'il a perdu tout son empire, ce qui fait qu'il a absolument tout perdu, et on peut supposer peut-être qu'il a perdu des gens qu'il aimait aussi, etc. Peut-être sa femme ou autre, ou des choses comme ça, et qu'il a été complètement traumatisé émotionnellement, machin et tout, et que quand il revient, il essaie simplement de se refaire. Ce qui explique qu'il n'est plus que le leader du gang des survêtes, ils auraient pu choisir un autre prénom quand même dans Hawkeye, et qu'il se retrouve avec Echo comme ça, et qu'il soit beaucoup moins charismatique. À partir du moment où D'Onofrio m'explique ça, je me dis, ok, je veux bien l'entendre. Pourquoi pas? Le mec est déjà démesuré dans sa tronche. C'est vrai que le gars, il est... bon, tu vois qu'il est quand même très 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 nerveux et que c'est un mec qui a vécu constamment avec de la douleur et qui est beaucoup dans l'émotion, dans l'amour aussi, paradoxalement. Donc ça, c'est intéressant. Ok. Ce qui veut donc dire que on est bien, donc, les aventures de Netflix se déroulent avant les événements de Hawkeye, Hawkeye se déroule avant les événements de Echo. Dans les événements de Echo, on le voit, lui, il a récupéré la ville. Hein. C'est-à-dire le Caïd est redevenu le Caïd, donc on peut imaginer que, dans Hawkeye, il avait tout perdu, parce que dans Echo, il y a des scènes où il est justement en flashback pour expliquer sa relation avec Echo avant l'éclipse, donc là, très très costaud. Après, il y a après, il y a Hawkeye, où on le voit un peu moins bien. Et puis après, il revient là, où il se réveille, où il retrouve un peu de sa superbe, etc. Et là où on se doute que le Caïd est redevenu le Caïd. Jusqu'au point où, d'ailleurs, on te susurre un petit peu à l'oreille que il vise un petit peu la mairie de New York. Je crois que dans les comics, il devient maire de New York, Wilson Fisk. Il me semble. Donc c'est pour vous dire à quel point il a récupéré de l'aura. Donc c'est vachement intéressant parce que là on sait que ça y est, tout a été officialisé. Il y a même une scène, là pour le coup la référence est très cool, où Fisk va dire à Echo, écoute si tu veux pas revenir avec moi, vas-y libère-moi, entre guillemets, tue-moi. Et il donne le marteau avec lequel il a tué son père dans la série Netflix, c'est le même, à Echo en mode vas-y tue-moi. Donc là pareil, référence à Netflix. Le costume rouge de Daredevil. Alors, il est là 15 secondes et demie, hein, Daredevil. Hein. Faut pas cligner des yeux, il est là 15 secondes, ça fait partie des grosses déceptions. Mais il est là 10 secondes. Mais il récupère son costume rouge, etc. On sent que, voilà, y a un truc qui est de l'ordre du... Ah ouais, on revient vraiment aux sources de Netflix. Ce qui rend She-Hulk d'autant plus incohérent, d'autant plus con, d'autant plus teubé. Et je vous le dis, She-Hulk, la seule truc qu'il faut se dire, c'est que ça n'a jamais existé. Je pense que le mieux, c'est que on se dise que She-Hulk n'a jamais existé, que les événements à l'intérieur de She-Hulk sont le quatrième mur et du coup n'existent pas. Voilà, ça a été fait pour rire, mais en tout cas, rien pour moi. Dans She-Hulk, rien n'est arrivé qui est issu de Netflix ou du MCU. Je préfère le mettre en dehors, parce que c'est vraiment de la merde. En tout cas, on s'est dit, Echo arrive avec, et Yaya, on en parlait régulièrement, on était motivés, on arrive avec de l'envie. Et une volonté de faire quelque chose. Les tribus amérindiennes, ils ont travaillé avec des vraies tribus amérindiennes, etc. Pour le procédé, pour parler du traitement du personnage d'Echo, etc. Ça va avec le côté Werewolf by Night, qui avait tenté des choses dans l'horreur et dans l'hommage au cinéma des années horrifiques, fantastiques, le Monsterverse un peu Universal des années 40-50, 50 plutôt, 50-60. On a
On a Les Éternels qui avaient fait dans le contemplatif, WandaVision qui était un hommage un petit peu au film au sitcom, pardon, de tous les âges d'ailleurs, hein, de Ma Sorcière Bien-Aimée jusqu'à Malcolm. Et justement, la Echo, c'était, on continue dans cette envie, d'essayer de faire des choses différentes, mais tout comme ce qu'ils ont essayé de faire depuis le début, il manque ce je ne sais quoi, il y a des trucs qui manquent, il y a des trucs qui fâchent, et qui font que malheureusement, même s'ils tentent des choses, c'est pas aussi quali qu'on pourrait l'attendre ou qu'on pourrait l'imaginer. Echo en soi n'est pas une mauvaise série, c'est loin d'être le pire projet Marvel, on est un peu plus réaliste, on est un peu plus terre à terre, on est beaucoup plus porté sur l'humain, là il y a quasiment pas de pouvoir, etc. Voilà. Mais comme on pouvait malheureusement s'y attendre, c'est beaucoup trop édulcoré, et surtout, ça manque cruellement de profondeur, d'acting et d'histoire. Echo, l'histoire, je sais même pas comment vous la résumer. Je sais même pas comment vous la résumer. En gros, ça se passe après Hawkeye. Echo a mis une balle dans la tronche de Fisk. Sauf que Fisk n'est pas mort. Fisk essaie de retrouver Maya. Maya revient un peu sur les terres de ses parents, grands-parents, etc. Et en gros, ça va être un jeu de chat à la souris entre Maya et Fisk, parce que Fisk veut essayer de la retrouver, et puis finalement Maya va dire oui ou non, puis pendant ce temps-là, elle en apprend un peu plus sur ses origines, et au final, c'est tout. Parce qu'il n'y a rien à dire de plus. Il n'y a rien à dire de plus. Les deux épisodes les plus intéressants sont le premier et le quatrième, parce que le premier, tu vois vraiment la continuité de comment a été travaillé l'entre Netflix et MCU, c'est-à-dire on incorpore Daredevil pour une petite scène. Alors ça, je suis déçu parce que c'est vrai que c'est qu'une petite scène, mais d'un autre côté, elle est très bien faite en termes de chorégraphie de combat. Là, on sent qu'ils ont tout misé là-dessus parce que le reste n'est pas terrible. Mais ils ont tout misé sur cette séquence-là pour que justement la choré des combats soit bonne et rappelle un petit peu les séries Netflix. Donc voilà, il y a cette séquence-là. On voit Maya et Fisk ensemble, vraiment Maya qui apprend de lui, etc. Ensuite, il y a l'éclipse. Alors ça, on le voit pas, mais on s'en doute puisqu'on revoit les événements de Hawkeye. Il y a une apparition du Ronin aussi. Et puis après, voilà, lui se réveille et elle, en gros, son objectif, c'est de devenir un petit peu la nouvelle baronne. Elle veut devenir la nouvelle Caïd, etc. Elle veut devenir la nouvelle baronne du crime ou non du crime, mais en tout cas, elle veut, après la mort du Caïd, il faut qu'il y ait une nouvelle reine. Elle le dit, donc c'est ce qu'elle vise. Et Fisk va essayer de la récupérer parce qu'il est toujours attaché à elle. Donc dans le premier épisode, pour retracer un petit peu toute cette histoire-là, c'est intéressant, notamment vis-à-vis du personnage de D'Onofrio. Et dans l'épisode 4, c'est intéressant aussi, puisque c'est beaucoup le duel psychologique entre les deux personnages, mais aussi beaucoup de flashbacks dans des passages à New York qui rappellent énormément Netflix. Je trouve que l'épisode 4, l'introduction de l'épisode, assez sanglante avec Fisk qui va défoncer un mec simplement parce que le mec s'est foutu de la gueule de Maya quand elle était gamine, et puis la grandiloquence, tu vois, vraiment, le beau parler, le beau phrasé de D'Onofrio, mélangé à beaucoup de colère, de haine et à un côté ultra brutal, là j'ai trouvé que c'était bien. Echo a des qualités dans le traitement du personnage, je trouve, de D'Onofrio, dans le traitement du Caïd, qui est hyper intéressant. Dans ce nouvel arc narratif qu'on lui donne, qu'on lui connaissait pas dans Netflix, mais qui est pas forcément incohérent. Seul truc peut-être incohérent, c'est de se dire comment ça se fait qu'il en a jamais parlé, sachant que dans Netflix, on a eu 3 saisons, il aurait au moins pu la citer. Bon, il pouvait pas savoir à l'époque. Mais ouais, c'est vrai que ça rend le tout peut-être un petit peu incohérent, qu'il en parle pas du tout, voire même qu'il parle pas de son ancienne femme, etc., de Vanessa, je crois, dans Netflix, parce que c'est quand même un truc important, ou de certaines choses comme ça. Ça manque peut-être de 2-3 trucs, mais c'est vraiment Vincent D'Onofrio qui porte la série. Les segments narratifs et visuels autour de D'Onofrio et autour des chorégraphies des combats de l'épisode 1 où tu retrouves un petit peu de Netflix, ça tient la baraque. Le jeu, évidemment, extraordinaire de D'Onofrio, hein, ça j'en parle pas. Mais alors pour le reste, c'est là que c'est dommage parce que tout comme Monarch, pour le reste, là c'est, allez, on va dire, peut-être pas 75, mais 60% de vide. C'est Maya
qui en apprend un peu sur ses origines amérindiennes, mais en même temps, c'est fait de façon très particulière pour qu'elle se découvre ses pouvoirs. Et on a... ça pêche parce que ça va pas véritablement au bout des choses. Tu sens qu'ils tentent des trucs, mais à trop vouloir tenter de trucs, bah on s'y perd un peu, même filmiquement et cinématographiquement, parce que il y a beaucoup de prises de risques visuelles qui sont pas forcément hyper intéressantes. Vis-à-vis de Maya, j'avais un autre argument, mais je ne m'en rappelle plus. Echo, c'est une série à conseiller. Si vous aimez bien le Caïd, oui, je vous le conseille, parce que globalement, il y a que 5 épisodes, donc ça se regarde vite, mais vous l'aurez oublié dans 3 semaines. Franchement, vous l'aurez oublié dans 3 semaines. Même vis-à-vis du Caïd que vous avez connu chez Netflix, c'est vachement plus chill. Et même si on retrouve le personnage qu'on aimait, hein, mais c'est forcément plus édulcoré parce que c'est Disney. Et globalement, ça va pas... c'est trop peu. On le voit pas tant que ça. Il est très important, mais il est là 3 épisodes sur les 5. Ce qui fait quand même quasiment la moitié. Hein. Donc c'est pas évident. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, pareil, je trouve que d'un point de vue cinématographique, il y a des choses qui manquent. Elle est sourde. Donc, on aurait pu utiliser ça à de nombreuses reprises pour faire des séquences assez iconiques. C'est pas comme Daredevil où t'es obligé de mettre la séquence avec un écran noir en te disant, bah non, mais c'est vu à la première personne de Daredevil, c'est pour vous mettre dans l'ambiance. Non, là, elle est sourde. Donc, techniquement, ça devient plus logique. Encore que Daredevil, on apprend que, bon, il voit un brin quand même. Enfin, si tu regardes, si tu suis certaines thématiques par rapport au bruit, etc., machin, il peut voir un brin. Mais vous voyez ce que je veux dire. Là, elle est sourde. On aurait pu faire plusieurs séquences où très clairement on n'entend rien, une séquence entière de combat où on n'entend rien, ou pas juste par bribes à certains moments, comme dans la série, où encore une fois on sent qu'ils tentent, mais ils vont pas au bout des choses parce que c'est pas assez fort, c'est pas assez pertinent, c'est pas assez puissant. Il manque des choses, malheureusement, dans cette série. Et puis alors, le gros problème, qu'est-ce que à part D'Onofrio, qu'est-ce que les personnages sont insipides. Qu'est-ce que les acteurs sont mauvais. L'actrice qui joue Echo est mauvaise, elle ne sait pas jouer, c'est un délire. Il n'y a aucune émotion, aucune prestance. Pareil dans ces groupes familiaux. Heureusement qu'en VF, on nous mettait du Benoît Alman. C'est Benoît Alman, je crois. La voix de Morgan Freeman, j'hésite sur le prénom. Mais heureusement qu'on nous mettait des VF relativement quali. On a la VF de Boris Rélinger, je crois, de Colin Farrell, qui fait un des antagonistes, parce que c'est mou, c'est vraiment... c'est vraiment... Ouais, tu peux pas t'intéresser, avoir de l'empathie ou de l'émotion pour des acteurs aussi mal dirigés. Je sais pas si c'est la direction d'acteurs ou si c'est la narration qui fait ça, mais globalement, on a vraiment l'archétype d'une série où il y a rien à manger. Hormis, je vais vous dire, pour moi, Echo, c'est la série qui permet à Fisk de revenir vraiment. J'ai même pas envie de vous dire que finalement, Echo, le personnage est intéressant, il ne l'est pas. Mais par contre, Vincent D'Onofrio, lui est intéressant. Et j'ai l'impression qu'on a fait la série pour se dire, bah écoutez, on va balancer ça, et on va essayer de faire en sorte que les gens soient contents. Voilà, le Caïd est de retour. Peut-être qu'il sera dans un prochain Spider-Man, parce qu'il est étudié pour être dans Spider-Man 4. Peut-être qu'il sera dans Born Again, peut-être que si, peut-être que ça. Mais au moins, il y a l'alarme de lancement pour qu'il soit là. Mais le problème, c'est que... appelle la série Le Caïd. Et fait une série de 5 épisodes sur le Caïd, et inclut Echo dedans. Mais fais pas un truc sur Echo et sur les tribus amérindiennes. Si tes tribus amérindiennes, c'est qu'un prétexte pour qu'elles découvrent ses pouvoirs, et que finalement... soit ce soit que dans des séquences d'intro pas assez bossées, soit que ce soit tout simplement irrelevant parce que les personnages sont beaucoup trop mous et beaucoup trop peu pertinents. Et surtout, si t'as une actrice qui est vraiment sans saveur. Il y a un truc, moi je sais pas s'il y a des gens qui ont regardé Echo ici, mais il y a pas des gens qui se sont dit, tout le cinéma qu'on nous fait autour de Maya et Bonnie qui est donc, je crois, la nièce ou la cousine de Maya, mais où il y a toute une histoire autour des deux, comme quoi Bonnie, elle adore Maya, et Maya s'en est un peu écartée, et on sent que Bonnie l'a énormément mal vécu. Elles étaient hyper fusionnelles quand elles étaient gosses, voire Bonnie, qui était limite un peu à idolâtrer Maya. Mais ça, on s'en bat les couilles. La série n'en parle quasiment pas. Elles se retrouvent, il y a un dialogue où elles sont emprisonnées, où elles en parlent vite fait, et après, aux F, quoi.
Et t'es là, tu te dis, putain, mais vous nous avez teasé ça pendant longtemps. Nous teasez pas ça si à un moment donné, vous ne vous en servez pas. C'est faible. C'est faible. Toute la narration qu'il y a autour et le peu de prise de risque qu'il y a, on sent que c'est juste histoire de broder pour dire le caïd est revenu. Alors ouais, les scènes avec le caïd, elles sont bonnes. Ouais, les scènes à New York, ça rappelle Daredevil. Alors moins grandiose, mais ça rappelle quand même Daredevil. Ouais, il y a des choses intéressantes, mais t'es là, tu fais putain, mais si c'est tout ça pour ça, ouais, bah, et indiquez-moi les timecodes où il y a le caïd, et le reste, je me fais pas chier à regarder, quoi. Je la trouvais déjà nulle à chier dans Hawkeye, après je suis allé voir sa filmographie, et il y a que Hawkeye et Echo. Ah ouais, non, non, mais elle est mauvaise, hein. Elle est hyper mauvaise, vraiment, hein. Elle dégage rien. Et puis alors, tous les personnages autour d'elle ne dégagent rien. Je vais vous dire un truc qui là va peut-être faire plaisir à quelques-uns, parce que je me demande si quelques-uns n'ont pas vu la série. Echo, c'est l'histoire d'une nana qui revient dans une ville un peu paumée, dans une Amérique un petit peu bas de gamme, sordide, où il y a évidemment les frasques des tribus amérindiennes, mais en hommage, en bienveillance. Mais sinon, derrière, tu sens que cette ville, à tout moment, il peut y avoir de la pègre, etc., des trucs pas bien. Donc elle revient, save the quote, en moto, dans cette petite ville de paumée des États-Unis, pour lutter contre un caïd qui fait la loi, etc., machin, et où elle, finalement, ça va être un peu une anti-héros, qui va se balader dans cette ville, et puis qui va rencontrer des gens, etc., puis qui va devoir lutter contre ce mec. Ça vous rappelle rien, ça, un pitch comme ça? C'est vrai, j'y ai pensé tout de suite, hein. Mettez un mec à la place de Maya, ça vous rappelle rien, ça. Un indice? Elle va un petit peu... Bon, elle veut devenir la reine à la place du caïd. Mais on peut imaginer qu'elle protège aussi les gens qu'il y a là, et puis qu'elle protège aussi sa famille, qu'elle devient un petit peu shérif. À la place du shérif. Là, normalement, vous devriez avoir trouvé. Comment ça va, mon réflexe? Bah ouais, mais bon... c'est ma faute aussi, moi, tu sais, les séries Marvel Netflix, j'étais tellement accro que là, bah, ma curiosité de voir le caïd, hein. Bien vu, Manurga, Banshee. Bah évidemment, Banshee. Parce que la série Echo avait le potentiel de faire Banshee. Prenez Maya, donnez-lui du charisme. Faites-la arriver dans une ville où le crime est beaucoup plus présent. Tu peux garder les trucs amérindiens, mais justement beaucoup plus présent, avec du sang, de la violence, etc. Une grosse BO. Ils essayent de le faire un peu dans Echo, mais enfin c'est vite fait dans l'épisode 1 ou 2, je sais plus, elle fait péter une... je crois que c'est dans l'épisode 1 où elle fait péter un convoi ou un truc, ou au début de l'épisode 2, je sais plus. Enfin, c'est quasiment pas. Faites-la revenir en moto, en mode badass. Comme Anthony Starr, il arrive dans Banshee. Le caïd, c'est à la place du grand méchant de Banshee. Pareil, on tient un peu émotionnel, torturé, machin, un peu pas manichéen, quoi. Et faites-en une série, voilà, avec ce côté Amérique dépouillée, un ton un peu sépia, garde ce côté amérindien, mais pour le faire plus violent, puis elle qui va devenir de passer de antagoniste à anti-héros, un petit peu en mode je m'en bats les couilles, je fais ce que je veux, je tue tout le monde, mais je le fais pour sauver mes proches. Un truc à la Banshee. Il y avait le potentiel pour faire... Quand elle part de la ville en moto, et que je me dis, putain, mais ça fait tellement Banshee... Enfin, vraiment, dans les décors, dans l'ambiance, dans le truc, je me dis, merde, quoi. C'est là que tu vois qu'en fait, Echo, ils ont pas eu l'audace d'aller au bout de ce qu'ils voulaient. Parce que là, Banshee, je peux vous citer Banshee, mais je peux vous citer des tas d'autres trucs. Il y a un potentiel où ça peut rappeler des choses. Mais la différence, c'est entre rappeler et savoir faire. Voilà, c'est deux tremplins. Aujourd'hui, Marvel nous rappelle. Marvel n'a pas de savoir-faire. C'est ça qui est dramatique. Je dis pas que c'est une mauvaise série, je dis que c'est cruellement oubliable et que les séquences avec le caïd sont très bonnes. Marvel a le savoir rappeler. WandaVision, ça c'est pour le coup, ça c'est pertinent. Ça, voilà, on a enfin mis un mot sur tout ce que je veux dire. Mais Marvel a le savoir rappeler. Marvel, avec WandaVision, rappelle à ce que t'as déjà connu en sitcom. Marvel, avec Werewolf by Night, même si j'aime beaucoup Werewolf by Night, rappelle au cinéma de monstres d'Universal à l'ancienne. Marvel, avec Les Éternels, rappelle ce qu'est le cinéma tout court.
Marvel, est-ce que c'est vraiment du cinéma aujourd'hui? On peut se poser la question. Marvel, avec Echo, rappelle ce que c'est Banshee et les séries Netflix. Mais ils n'ont pas le savoir-faire. Ils n'ont pas le savoir exécuter ces trucs-là. Alors que vous savez quoi? Un savoir jabber, un savoir crochet et un savoir, comment vous dire, bonne mise en garde et changement de garde, ça c'est mon serial blogger. Voilà. Voilà, je vous le dis. Lui, il a le savoir-faire. Du savoir beau jab, le savoir jabber du serial vlogger, dont je me délecte à chaque fois d'ailleurs de ses stories, parce que moi qui suis boxeur maintenant, c'est une source d'inspiration. Comment ça va mon Eddy? J'espère que la boxe se passe bien. Putain, j'ai qu'une envie, mon vlogueur, c'est qu'un jour on fasse un sparring. Même pas un sparring, que tu mettes tes gigapads d'ours et que tu me dis ça c'est bien, ça c'est pas bien, et qu'on s'entraîne comme des chiens pendant 1 heure et demie. C'est mon rêve, mon serial vlogger. C'est un rêve que j'espère pouvoir faire très très prochainement. Mais ça va enchaîner les jabs secs, uppercut, crochet, jab du roumain. C'est un jab du roumain, crochet, crochet. Mais non, voilà, c'est le grand paradoxe de la série Echo, c'est-à-dire que oui, t'as le savoir rappeler, mais tu n'as pas de savoir-faire. Ou tu vas pas au bout des choses. Voilà. Moi, je vous dis, Banshee, bah, il y a des similitudes. Il y a des similitudes. Mais Banshee, c'était surréaliste. Alors après, Banshee, c'était une filiale d'HBO qui le faisait. Hein. Et puis tu sentais que Dynamite and Whiskey, ils en avaient rien à foutre. Alors là, je vais te dire, c'était bigger than life. Il y a des gens ici qui ont vu Banshee. Banshee qui est excellent, hein. Je vous conseille vraiment de le voir. Anthony Starr est surréaliste. L'antagoniste principal est très bon. L'apparition de Kurt Bunker après, fabuleuse, Siobhan, tout. Enfin, Banshee est une série extraordinaire. Banshee est une série extraordinaire. Echo aurait pu l'être. Echo aurait pu l'être. Et alors moi qui suis à un moment donné, comment dire, moi qui suis quand même attaché aux séries Netflix et qui avait envie de voir un petit peu ce que ça pouvait donner, bah ouais, j'y suis allé. Bien sûr que j'y suis allé. Mais bon. Marvel m'a tellement dégoûté, j'ai retourné ma veste, j'attends le DC Extended Universe de James Gunn. On verra un petit peu ce que James Gunn sait faire. On peut avoir confiance en James Gunn maintenant, mais on verra un petit peu si DC lui permet justement de briller. Mais là, moi, voilà. Je trouve ça quand même hyper dommage et les projets indépendants de DC, oui. Moi, j'espère qu'un jour on aura des projets indépendants Marvel. Je sais pas si on peut y croire ou quoi, mais j'espère qu'un jour on aura des projets indépendants Marvel. Avec des mecs qui en ont rien à foutre, et puis Marvel qui donne un accord vite fait pour tel ou tel truc, et puis tu te retrouves dans quelque chose qui est pas le MCU. Voilà, c'est ce qu'on pourrait pas prier pour ça. Mais il n'y a pas grand chose à dire malheureusement sur Echo. Autant Monarch, il y avait un peu plus, autant c'est vrai que sur Echo, il n'y a pas tant de trucs à dire que ça, dans le sens où c'est relativement plat, hein, je vous dis, c'est à part les quelques séquences avec D'Onofrio et puis bah, tous les problèmes qu'il y a, il y a très peu de choses à se mettre sous la dent avec Echo. Il n'y a pas tant de matière d'analyse que ça. Parce que même d'un point de vue visuel, on sent que il y a une séquence notamment où elle met le son à fond et on navigue entre le son à fond dans un endroit où on peut faire du roller, etc. Une espèce d'immense laser game roller, enfin salle d'arcade, vous imaginez un peu le délire. Et en gros, on navigue entre musique à fond, histoire que les mecs, les tympans explosés, et puis à un moment donné, sourdité totale, puisqu'elle est sourde, donc on entend l'un et l'autre, et il y a une petite castagne comme ça. Mais c'est tellement à des années-lumière de la capacité qu'avait Netflix notamment à gérer des chorégraphies de combat que bon bah c'est compliqué de regarder ça. Dire la vraie bonne chorégraphie de combat qu'il va y avoir en semi-plan séquence, je trouve, c'est le début. C'est les 15 secondes où on a Daredevil qui est là contre Maya. Le souci avec Echo, c'est aussi un perso Osef à qui on essaye de mettre des persos comme Daredevil ou le Caïd pour appâter le chaland. Ouais, c'est un peu ça l'idée. Mais le truc, c'est que autant moi, j'irai même plus loin, autant qu'ils appellent la série le Caïd ou Daredevil. Ouais, ou Daredevil, il y aura Born Again. Mais s'ils veulent ramener le Caïd à fond, faites-moi une série sur le Caïd. Faites une série sur le Caïd, montrez-moi le Caïd pendant l'éclipse, comment il en est arrivé à péter un câble au point d'être au Kai, et puis ensuite sur à la mi-saison les événements avec Maya, et puis après le fait qu'il veuille retrouver Maya, mais au lieu d'être sur les tribus amérindiennes avec Maya, montrez-moi ce qui se passe du côté du Caïd, sa reconquête de New York, des choses comme ça, même si c'est pas violent visuellement.
et que c'est un peu, les gens, ils auraient toqué encore plus à la porte, parce que c'est D'Onofrio et parce qu'on aime ça. T'as pas besoin de mettre, tu mets des scènes à la limite aussi violentes que quand il tabasse le gars, là, devant Maya la petite, voilà, tu mets 2-3 scènes comme ça de temps en temps, t'es pas obligé d'aller, voilà, d'aller dans du, comme dans la scène séquence 1 comme dans la saison 1, pardon, de Daredevil, où le mec, il fracasse la tronche d'un gars, Daruskov, je crois, sur une portière, où il reste plus rien du crâne à la fin. Édulcore, mais propose quelque chose de concret. La séquence finale, moi, où les mecs, ils me disent, eh frérot, le caïd, il va prendre le contrôle de la mairie de New York. Bon, c'est plus ou moins ce que ça veut dire. Ça, moi, je suis chaud. Moi, je fais, bah ouais, de ouf. Mais ça, le pire, tu vois, l'aveu d'échec, et je suis d'accord avec toi, c'est que la scène post-gène, elle est même pas sur Echo. Gros, frère, même la série, ils s'en battent les couilles d'Echo, j'ai l'impression. Genre, c'est vraiment la pancarte. On a parlé des tribus amérindiennes, on a tourné avec eux, on a fait 2-3 trucs où on peut même pas dire, regardez Killers of the Flower Moon, vous allez voir un petit peu ce que c'est de bien parler des tribus amérindiennes et de leur rendre hommage. Là, c'est pas parce qu'ils les font danser 2-3 fois et qu'ils les font chasser qu'à un moment donné, on va comprendre vraiment ce que c'est que l'enjeu de ces tribus amérindiennes. Donc même ça, c'est assez pauvre au final. Eh ben, à part ça, et Maya, je sais même pas pourquoi, enfin, qui a son trauma avec le caïd, frère, on s'en bat les couilles de Maya. Parce que eux s'en foutent. Je dis pas nous, on s'en bat les couilles, je dis eux s'en foutent. Donc bon, c'est le problème. Et alors, me faites pas dire, parce que ça, moi, je vois déjà ça à des kilomètres. J'ai même l'impression que dans notre société actuelle, on peut plus dire qu'une actrice joue mal, parce que si on va dire qu'une actrice joue mal, on est misogyne, et on voulait un mec à la place, et ceci et cela. J'espère qu'on commencera pas à me faire dire, alors, il a dit comme par hasard, oui, alors ce mec est misogyne, vraiment très clairement. Hein. Non, non, je vous le dis, c'est Dirty Valley là. Hein. C'est pas Valou Artwork, c'est Dirty Valley, misogyne au possible, il aime pas les femmes. Non, elle joue pas bien, elle joue pas bien. C'est pas grave. À part D'Onofrio, les hommes ne jouent pas spécialement bien non plus. Hein. Globalement, c'est vraiment elle, on la voit tout le temps, donc on a tendance à encore plus se dire que vu son rôle, elle devrait bien jouer. Mais le reste des acteurs secondaires, ils sont tout aussi médiocres. C'est même pas médiocre ou quoi. C'est inintéressant quoi. Ils sont pas là, ils sont pas présents. Trop bizarre, comme par hasard, deux films indépendants comme The Batman et Joker sont meilleurs que les films d'un univers partagé comme le MCU ou le DCU. Vraiment trop bizarre, peut-être parce que le concept est pas terrible au final. Ça dépend. Moi, je critique pas le concept. Moi, je vais te dire, papy, le MCU, qu'ils aient réussi à durer autant de temps et qu'ils aient réussi à, au début jusqu'à Endgame, faire rêver quand même certaines personnes, faire rêver des gens, proposer des choses, faire découvrir des super-héros. Je parle vraiment jusqu'à Endgame. C'est à partir d'Endgame pour moi que ça a merdé. Arriver jusque-là et tenir aussi longtemps dans la durée comme une... Moi, je trouve ça hyper impressionnant d'un point de vue cinématographique, même si filmiquement, c'est pas les meilleurs films qu'on ait vus. D'un point de vue industrie cinématographique, c'est hyper impressionnant. Moi, je suis pas sûr qu'un business comme ça, c'est voué à l'échec du moment que c'est bien fait. Maintenant, il faut que ce soit bien fait. Moi, je pense pas que ce soit la thématique qui n'est pas bonne. Ou le fait de faire des films solo. On verra. Admettons, tu vois, papy, je te pose une question. Si l'univers de Matt Reeves de The Batman, dans 10 ans, il existe encore, et que dans 10 ans, moi, je vais sur mes 41... Putain. Et que dans 10 ans, je vais sur mes 40... Oh, putain, j'ai pas envie de finir cette phrase. Enfin, quand je suis un peu plus âgé, et qu'on se retrouve ici autour d'un Coca Light, et que finalement... L'univers de The Batman de Matt Reeves, il a eu 3-4 séries, 7-8 films en 10 ans. Allez, peut-être pas 7-8, 4-5 films, 4-5 séries en 10 ans. Et qu'on se dit, ah mais putain, ça a bien marché en fait. En 10 ans, 4-5 films, 4-5... Oui, mais admettons, papy. Là, on vit sur des peut-être, mais admettons. Ben, on se dirait, ouais, logique. Parce que Matt Reeves, si il se focus là-dessus, qui nous propose 3 The Batman, et puis 1 ou 2 spin-off filmiques, et des séries, des spin-offs, mais qui produit, et que tout est bien, bah on se dira, bah tu vois que la sauce, elle fonctionne. Le but, c'est d'avoir un cerveau qui gère ça. Pas de l'argent. C'est tout. C'est tout. Moi, je veux juste un mec qui arrive et qui dit... Bah, en vrai, le pognon, c'est pas ce que je cherche. Vous allez me dire que la série Echo, elle coûte cher. En vrai. En vrai de vrai. J'ai pas le budget sur moi de la série Echo. Mais la série Echo, je pense que tu peux faire plus pertinent pour quelques millions en moins. Hein. Parce que globalement,
Je suis pas sûr que les séries Netflix coûtaient si cher que ça, hein. Et pourtant, vas-y, c'était monstrueux. Alors là, je dis oui, une série Caïd est beaucoup plus attirante. Ouais, bah carrément, Eddie. Carrément. Ce serait quand même autre chose. On va voir pour Born Again. Je sais pas ce que t'en penses, Eddie, toi, si tu l'attends, Born Again, et si tu penses que ça peut être pertinent. Mais ouais, bah oui. On va voir ce que va donner Born Again. Et on va regarder Born Again. Et encore une fois, on va être déçus. On va se dire, ah bah ouais, mais bon. Mais vous voulez quoi, moi? Que j'arrête de regarder Daredevil? Je peux pas. C'est un de mes personnages préférés all time. Moi, je veux dire, il y a des trucs, tu vois, The Marvels, voilà, quand bien même j'aime bien Brie Larson, je me suis pas infligé ça, tu vois. Euh, Blue Beetle, j'ai pas regardé parce que bah globalement le personnage, on m'a dit que c'était pas si mal que ça, mais le personnage m'intéresse pas. Il y a des tas de trucs comme ça où je suis globalement, bah non, il y a des trucs moi je me force pas. Maintenant, Daredevil, bah gros, Daredevil quoi. Et il faut revenir Poindexter, hein, il faut revenir le tireur, il faut revenir le Punisher, tout de suite, ils reviennent tous. Tous, c'est bon, c'est officiel, les gars, ils reviennent tous. Deborah Ann Wall, elle revient. C'est la suite de Daredevil. C'est la saison 4 de Daredevil. Alors, on verra comment ça va se passer, mais vas-y, même si ça, c'est mauvais. Là, moi, je pète un plomb. Hein. Déjà, j'attends de voir le générique. J'attends de voir le générique. Ils peuvent le changer parce que c'est Daredevil Born Again. Ok. Mais j'attends. Qui me remette déjà John Pesano. Ce sera un premier signe. S'ils rappellent pas John Pesano, je vais râler. À la BO. Après Disney Marvel Studios, donc une vision, c'est l'argent. Le but, c'est que ça rapporte pas, que ce soit qualitatif. Ouais, ben. Oui, sauf que ça rapporte plus. Ça rapporte plus. The Marvel a été un flop. Ils enchaînent en ce moment, à part les Gardiens 3, mais c'est un peu un Eldorado. En ce moment, ils enchaînent les flops. Je suis même pas sûr que leur série, on puisse à un moment donné se dire que ça va être vraiment très pertinent à suivre. Parce que bah, peut-être qu'ils font pas autant de visionnage qu'ils estimeraient. Donc si à un moment donné ça commence à merder, il va bien falloir qu'ils se le disent. Là encore une fois, alors je défends pas, Dieu sait que vous me connaissez, je défends pas Marvel, mais ils ont viré le Daredevil. Ils ont repris des bons scénaristes. Ils ont repris des mecs qui bossaient sur Netflix. Ils ont repris les chorégraphes de combat. Ils ont repris les acteurs. Et ils ont repris Poindexter, etc. Ils ont l'air de vouloir faire quelque chose de correct. Spider-Man 4, ils voulaient un ton terre-à-terre sérieux, sombre et réaliste, plutôt que Andrew et Toby, etc. C'est Sony qui leur demande ça, c'est pas eux. Ils ont viré le scénariste d'Ant-Man 3 parce qu'il était nul. Et qu'eux, ils voulaient quelque chose dans le multivers d'un peu plus intéressant. J'ai l'impression qu'ils se disent, bon, ce serait peut-être bien qu'on commence à faire quelque chose. Après, on peut y croire bêtement toute notre vie, comme peut-être moi, hein, là maintenant, hein, où on peut faire ci ou ça, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise je sais pas, moi. Je sais pas, je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire. J'espère, il y a une partie de moi qui espère, et puis il y a une partie de moi qui se dit, bon, bah on verra, hein. Après Echo aussi, on avait une des scénaristes de Better Call Saul. On avait Dave Porter à la musique, papy. Dave Porter, il a fait la musique de Breaking Bad. Il y avait Dave Porter. Ah oui, on avait une des scénaristes de Better Call Saul. Bah après, si on lui demande d'écrire de la merde, je veux dire, enfin, ça se trouve, la scénariste de Better Call Saul, elle a écrit des trucs sur le caïd. Peut-être, hein. C'était juste ça le truc bien, elle s'est dit, voilà. Mais alors après, attention, parce que Better Call Saul, ça vient surtout de 2 ou 3 esprits. C'est surtout le bébé de Gilligan et de son pote là qui a travaillé avec lui. Moi, on m'avait dit aussi, t'inquiète pas, le réalisateur de Kong Skull Island, qui globalement avait une bonne réal, une très bonne esthétique, c'est le réalisateur du premier épisode de Fear de Walking Dead World Beyond. Bah, c'était nul à chier. Voilà, il faut le dire. Ouais, Better Call Saul, il y a des réalisateurs qui ont travaillé sur Walking Dead. Bah oui, mais ça a chier aussi, je veux dire. Hein. Ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si on leur donne de la merde, aussi bon ou sur des trucs travaillés qu'ils aient pu faire, ça restera... Regarde Samantha Morton. Samantha Morton, actrice extraordinaire, qui est là dans The Whale, qui était incroyable, et bah, elle a été dégueulasse en jouant Alpha. Mais parce qu'en jouant Alpha dans Walking Dead, l'écriture était nulle de nulle. Elle n'était pas dirigée. Donc bon, ça peut arriver, hein. Spider-Man a géré avec introduction du multivers. Attends, mais Strange a gâché le multivers avec son film. Ah, pas vraiment, Léandre.
L'introduction du multivers dans No Way Home, elle est pas bonne du tout parce qu'elle est pleine d'incohérences. Déjà, rien que de base, les gens qui sont censés voir Spider-Man et venir dans l'univers de Tom Holland, c'est ceux qui soit ont été tués par Spider-Man, soit qui connaissaient l'identité de Spider-Man. Sur les méchants qui sont dans le film, il y en a que 2 que ça concerne. Les autres, soit ils sont encore vivants, soit... Et ils doivent tous être morts de base et tués par Spider-Man. Et il y en a, soit ils sont encore vivants, soit ils savaient pas qui était Spider-Man. Donc déjà, à partir de ce moment-là, le multivers était complètement incohérent. Pareil, je trouve que No Way Home, autant la séquence avec Andrew Garfield, elle est cool, autant la séquence avec Toby qui revient comme ça et tout, machin, elle est naze. Pour Toby, ils auraient dû utiliser la musique des premiers films, faire un truc vachement plus grandiose. Enfin, quand même, tu vois, c'est mou, c'est mollasson. Et alors, par contre, Doctor Strange, moi, je suis d'accord. Je trouve le multivers de Doctor Strange 2 aberrant. Le film est pas mauvais dans son travail sur Wanda et sur la vision de l'horreur et sur le travail de Strange, et sur la réal, parce que c'est Sam Raimi. Par contre, en termes de multivers, c'est une catastrophe. Non, mais pour te dire que même avec des gens talentueux, ils savent pas faire, qu'est-ce que tu veux de plus? Je suis sûr, même avec Scorsese, il serait capable de faire un truc de merde. Ah, mais t'imagines Scorsese qui... Alors, si un jour on a le plot twist, Scorsese va réaliser un film de super-héros, je pense que je fais un live nu. Mais genre, je fais un live nu. Je n'aurai plus rien sur le Zob. Rien. Un live entièrement nu. Intégral. Nu, nu, nu. Autant vous dire que ça n'arrivera jamais. Je deviens, et Gros Tonio devient vegan. Autant vous dire que ça n'arrivera jamais. Mais oui, c'est vrai que si à un moment donné, c'est toujours le concept, hein, mais si à un moment donné, comment dire, c'était comment disait l'histoire de Patrice Lecomte là qu'il avait dit à la télé entre le corbeau et le rossignol. C'est le corbeau et le rossignol, les deux veulent chanter et le corbeau chante et le rossignol chante et à un moment donné il y a un cochon qui passe et le rossignol il veut absolument gagner. Donc du coup il demande au cochon est-ce que vous pouvez nous dire un peu qui chante le mieux. Donc le corbeau chante, le rossignol chante et puis le cochon dit bon bah écoutez j'ai pesé le pour et le contre, je pense que c'est le corbeau qui chante le mieux. Et là, le rossignol, il se met à fondre en larmes, il est atterré et tout, et le cochon, il dit, bah c'est pas grave, pourquoi vous pleurez? Parce que vous avez perdu. Et l'autre, il dit, non, 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 je pleure pas parce que j'ai perdu, je pleure parce que j'ai été jugé par un porc. Et bah, je pense que c'est assez ça, c'est-à-dire que techniquement, tu peux avoir tout rossignol que tu veux et chanter aussi bien que tu veux. Bah, si malheureusement c'est Fleury Michon qui te produit et qui te demande de faire telle ou telle ou telle ou telle chose pour le pognon, bah ça ne marchera jamais. Ils ont Michael Douglas dans Ant-Man 3, on voit le résultat. Ah mais ils ont Michel Pfeiffer, ils ont Bill Murray. Oui, oui. Bah après ça c'est des acteurs, c'est différent. Je considère pas la même chose sur des acteurs que le reste. Enfin bref, c'est lamentable. Ils sont capables d'avoir un film réalisé par Scorsese avec Clint Eastwood, avec DiCaprio, De Niro, Al Pacino, Anthony Hopkins et faire un film de merde. Ah bah techniquement, Anthony Hopkins, lui il y a été dans Marvel et c'est pas forcément les meilleurs films. Hein, donc bon. Oui, Anthony Hopkins, c'est déjà fait. De Niro, il a jamais fait de Marvel, là, non, je crois pas. Hein. Eh oui, 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 Anthony Hopkins, il a déjà fait du Marvel. Ah, mais aujourd'hui, c'est difficile de trouver des acteurs qui n'ont pas été dans Marvel. Hein. Je veux dire, pour les trois quarts, c'est fait, quoi. Donc, à voir un peu ce que ça veut donner. Puis après, tu te dis, bah moi, vous savez que j'aime beaucoup Love and Thunder. Je suis un des seuls, mais j'aime beaucoup Love and Thunder. Moi, j'aime beaucoup Love and Thunder et Christian Bale. Hein. Moi, si vous m'aviez dit il y a 3 ou 4 ans, je sais plus quand est-ce qu'il est sorti, Love and Thunder, mais allez, avant qu'on sache que Christian Bale allait jouer dedans, si vous m'aviez dit si vous m'aviez dit, pardon, un an avant, tu vas voir que Christian Bale, il va jouer là-dedans, j'aurais dit, bah oui, t'as raison. Christian Bale dans un Marvel, bah t'as raison, il dit que ça va foutre, lui. Mais il l'a fait. Il l'a fait. Mais je pense qu'il croyait au projet, puisque moi, je vous dis, c'est un film que j'aime bien, malgré tout, mais... Ah oui, non, mais Russell Crowe, il a l'habitude de jouer dans de la merde aussi. Russell Crowe, il a fait vraiment des trucs pas terribles. Moi, ça m'étonne pas. Hein. Russell Crowe, il est loin de la carrière qu'il avait avant. Il a pas... et globalement, il a fait son paquet de nanars. Christian Bale, c'est un peu plus dur de trouver des films dans lesquels il n'a pas été bon. Hein. C'est même des... Il est beaucoup dans l'auteur ou des trucs comme ça, mais il n'a pas beaucoup de mauvais films à son actif, Christian Bale. Si tant est qu'il en est. En tout cas, voilà pour cette petite double critique. Live, évidemment, en rediffusion. Je vais essayer demain
Ouais, je vais essayer demain. Je pense que ah alors non, ça y sera sûrement dimanche ou lundi. Ah non, oui, demain ou dimanche, parce que lundi je publie ma troisième partie des confessions. Donc du coup, ce sera sûrement demain ou dimanche pour la rediffusion YouTube pour ceux qui me regardent depuis YouTube. Euh, Et sinon, donc là, on va se laisser là pour ce soir. Je vais vous raid en légende chez qui? Bah chez Seb. Hein. Tant qu'à faire, on va vous raid chez le Citizen Seb, histoire de féliciter son retour parmi nous, parce que un petit Seb là qui live, c'est pas négligeable, c'est même complètement tonitruant. Et puis bah on se retrouve pour les lives nous sur Twitch. Ah bah Royal Rumble. Ah, oh la journée de demain, oh la journée de demain, je me lève, je bosse, j'ai salle, j'ai match, j'ai Rumble, je me couche à 7 heures du mat. La journée de demain va être stratosphérique, en légende, mais en tout cas on espère que ce sera savoureux. Je vous fais des bisous, je vous envoie chez le Seb et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures, des bisous.